Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve encore pour un nouvel épisode du Codes, ici Dumas Chibozo. Et aujourd'hui je vais faire du droit au but. Pas de nouvelles du monde. On va juste rapidement répondre à la question du jour qui s'intitule La vie n'a pas de sens, si la vie n'a pas de sens intrinsèque, cela nous donne-t-il la liberté de créer notre vie ou de créer de lui donner un sens, de lui donner le sens que nous voulons. Oui, c'est la seule vraie réponse et la seule simple réponse. Oui, nous avons le droit et la liberté de donner un sens à la vie, de donner à la vie le sens que nous voulons qu'elle ait. Parce que, pour de vrai, la vie n'a pas de sens intrinsèque. C'est un concept avec lequel j'ai été en contact pour la première fois il y a quelques années déjà. Il y a quelques années. Ça fait 2006-2007. Au japonais, la vie n'a pas de sens. Et je me disais, mais comment ça? Et plus j'en apprenais, au fait, sur l'idée derrière cette idée, plus je comprenais des choses et plus j'étais en accord avec ce qui en découlait. Fondamentalement, il n'y a pas de... L'idée derrière la vie n'a pas de sens, c'est simple. C'est-à-dire que tout est possible. Nous vivons dans un champ de possibilités. C'est-à-dire que tous les sens que peuvent avoir ou que peuvent prendre l'existence existent ici et maintenant. Donc nous avons ce champ infini de possibilités et il ne reste qu'à nous de choisir le sens que nous voulons donner au truc. Bien évidemment, ce concept va aller un peu, je ne vais pas dire en opposition, mais disons en opposition au concept de prédestination que d'autres personnes vont mettre de l'avant. Et d'un certain point de vue, les concepts peuvent sembler s'opposer. Mais en réalité, je pense que c'est plus la façon dont les concepts sont exploités le point de vue duquel on aborde, au fait, les différents concepts là. C'est ce point de vue qui cause le problème, au fait. Parce que, éventuellement, il y a nulle part où c'est écrit, où c'est prédéterminé que l'existence d'un individu commencerait par un point A et finirait à un point tel. Non. Nous avons tous des débuts différents et c'est ok. D'accord? Mais le début ne détermine pas la fin. C'est un concept qui devrait être clair, en fait, dans l'esprit de tout le monde. Et comprendre que ce qui se passe généralement, c'est quoi? Vous avez, il y a le champ de tous les possibles en termes de perspectives futures, par exemple pour un individu, pour sa vie. Mais dans ce champ de tous les possibles, supposons que l'individu, par rapport à son dernier choix, est le centre d'un cercle. Simplifions la chose. Supposons que c'est un cercle. Et un cercle, c'est 360 degrés. Chaque degré constitue, enfin, si je le dis comme ça va me laisser, c'est juste quoi? 360 choix possibles? Non. Le cercle est fait d'une infinité de points. L'un à côté de l'autre. Et une certaine variation, en fait, de ces points va constituer un degré. Et un autre, et un autre. Mais c'est une infinité de points. Chaque
point du cercle constitue un choix possible pour l'individu à un moment donné. C'est-à-dire que lorsque l'individu étant le centre, il fait un choix qui correspond à un point sur la superficie du cercle, ce point-là devient maintenant son nouveau centre. Et cela dessine un nouveau cercle en termes de différents choix possibles. J'espère que vous arrivez à visualiser ce dont je parle. Mais c'est 360 degrés de choix, mais c'est une infinie possibilité de choix. Parce que sur un cercle, le nombre de choix de points possibles, ne regardez pas le bout de votre stylo ou de votre crayon. À côté entre 2 points, vous pouvez encore mettre un point. Donc, les choix sont infinis. Et là, je suis en train d'aborder le truc d'un point de vue, ok, c'est juste un cercle qu'on a tracé sur un plan comme ça, et puis voilà, on est en train de faire des choix, etc. Mais comprenons que à chaque fois que nous faisons un choix, cela crée un nouveau champ de possibilités, ou du moins ça nous ouvre un nouveau champ de possibilités. Mais lorsque nous faisons le choix dans une direction, le champ de possibilités que ça nous ouvre n'est que le champ de possibilités qui va, même si c'est un champ infini de possibilités, c'est un champ infini de possibilités, mais qui s'ouvre vers la direction dans laquelle nous avons décidé de nous orienter. Lorsque vous dites non à quelque chose, c'est que vous avez décidé de dire oui à autre chose. Lorsque vous dites oui à une chose, ça va de soi. Vous êtes en train de dire non à plein d'autres choses, au fait. Lorsque vous dites, ok, je dors à 20 heures, et vous vous couchez à 20 heures. Lorsque vous couchez à 20 heures, vous dites non à tout ce qui aurait pu se passer, ou tout ce que vous aurez pu vivre si vous étiez, tout ce que vous aurez pu expérimenter, disons-le comme ça, si vous étiez en éveil après 20 heures. Donc, chaque choix que nous faisons ouvre un nouveau panel devant nous de possibilités. Et en même temps, certains choix vont créer une certaine prédictibilité. C'est-à-dire que certains choix que nous faisons vont rendre certaines choses prédictibles. Votre enfant, il commence quoi? Il va dans une école il commence l'université, il décide de faire la santé, par exemple. De faire la faculté de médecine, vous savez à peu près ce qu'il va faire. On sait à peu près. Il est en première année, mais on sait à peu près. On sait pas s'il va être gynéco, s'il va être cardio. On sait pas s'il va être orthopédiste ou s'il va être radiologue. Mais il va avoir le doctorat, on sait ça. Donc, on a une idée. Nous pouvons nous projeter. Et généralement, nous pouvons nous projeter pour beaucoup de choses dans l'existence. Généralement. Et par rapport à la vie en elle-même, certains choix, l'aliment de certains choix vont pas nous prédestiner, mais vont permettre que l'on pourrait projeter, lorsqu'on a suffisamment d'informations pour le faire, on pourrait projeter au fait, ok, le devenir au fait de l'individu vis-à-vis au fait de ces choix-là, que ce soit des choix conscients ou des choix inconscients, et que ce soit des choix qui n'a même pas eu à faire, disons, qui ne sont pas vraiment en griffe de son fait, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il naît, le lieu dans lequel il est né, le niveau social de l'environnement dans lequel il est né, etc. La première école où il est allé, etc. Il y a un certain nombre de trucs qui ne relèvent pas, enfin, je ne vais pas dire réellement, mais qui ne relèvent pas, disons-le, tout simplement, pour le contexte de la discussion, qui ne relèvent pas, en fait, de l'individu, en termes de, ok, choix conscient, voulu. Le niveau social de ses parents, quand il vient au monde, dans quelle école on l'a envoyé faire sa maternelle ou bien son cours primaire, etc. Peut-être, pour le collège, peut-être qu'il a eu à décider ce genre de trucs, etc. Mais il y a certains choix mais le genre de personne avec qui le genre d'environnement dans lequel il va grandir, il va déterminer beaucoup de choses du point de vue de sa personnalité, etc. Et c'est pour son premier relationnel, l'ambiance dans laquelle il va évoluer au cours primaire, au collège éventuellement, vont dicter beaucoup de choses, non seulement du point de vue de sa personnalité, mais du point de vue de son relationnel, etc. Les choses avec lesquelles il va être en contact. Et les choses
vers lesquels il va être enclin. Vous avez remarqué que souvent, il y a, enfin, c'est un truc, il y avait certaines personnes qui avaient un truc là. Genre, ils vous disent, ouais, que ils ont eu arrivé en quel quoi? En deuxième année de collège. En cinquième là-bas, qu'ils ont eu un prof d'anglais, que c'est à cause de ce prof qu'ils n'ont jamais aimé l'anglais. Ce genre de conneries. Ou bien, oh non, arrivé en quatrième, pardon. Ils ont eu un prof de maths, là, qui était très truc là. C'est pour ça qu'ils n'ont plus jamais. C'est-à-dire, leur personnalité, leur tendance personnelle, plus le combo de cela, plus l'interaction avec un type donné de professeur a été la raison pour eux soit d'apprendre une langue ou de ne pas l'apprendre. C'est-à-dire que dans la même école, s'ils avaient été dans la salle, dans une autre salle, c'est-à-dire supposons qu'il y a 2/5 de salles, on est encore, mettons l'exemple collège, supposons qu'il y a 5e A, 5e B, et le truc s'est passé en 5e A. Mais en 5e B, c'est un autre prof. Supposons que l'élève là ait été en 5e B, que ça dessine toute une autre trajectoire de futur. Parce que éventuellement, c'est pas le même prof en 5e B, et donc ce serait pas la même dynamique. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, je ne parle même pas de changer d'école, je ne parle même pas de changer de ville, je ne parle même pas d'autres formes d'influence. La seule chose à changer, supposons que même le choix de la salle s'est joué à, ok, ils ont fait la 6e et la rentrée a commencé 5e et l'individu en question a vu l'un de ses amis aller en 5e A et s'est dit, je veux pas être seul en 5e B. S'est retrouvé en 5e B, en 5e A, juste comme ça, pour se retrouver avec un prof. Au bout de une semaine, un prof qui n'est éventuellement pas d'accord, avec lequel ça ne va pas. Et cela, à partir de ce moment, cela dicte le relationnel de cet individu, pas avec le prof, mais avec la langue que l'individu était supposé apprendre. Ça aurait été un autre prof dans la même salle, que ce ne serait pas pareil. L'individu aurait choisi la salle juste à côté, que c'est toute une autre projection que l'on ferait. C'est évident. Voilà comment la plupart des choses dans notre existence sont prévisibles. On peut faire des projections pour éventuellement, ok, dire telle chose éventuellement, mais ça c'est à petite échelle. De la même façon que nous pouvons faire de la météo sans avoir vu demain. De la même façon, l'existence d'un individu, on peut faire une projection sur, ok, à quoi ressemblerait l'individu dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Il y a des gens qui font des trucs de vision, etc. Je ne rentre pas dans tout ça, mais de façon plus terre à terre, avec ce que je suis en train de dire, on comprendrait que c'est relativement évident de projeter d'une certaine façon le niveau social d'un individu, le genre de personne avec lequel il se retrouvait, etc. Disons son futur, d'avoir une idée de à quoi ressemble son futur sans avoir à y être. Ce qui fait que, éventuellement, c'est comme si, ok, on avait une idée de sa destinée, comme si c'était quelque chose de figé. Mais l'on comprendrait aussi, de par tout ce que j'ai dit, que, au fait, la destinée là qu'on est en train de voir n'est fonction que de la façon dont il a mené son passé. C'est-à-dire que on se sert d'informations passées pour prédire les informations, pour prédire, au fait, un éventuel futur. Futur dépendant entièrement, en fait, des informations passées. Et la météo, c'est littéralement comme ça, c'est du data science, du machine learning, disons c'est du machine learning. On apprend, on donne un maximum d'informations à un programme, c'est-à-dire la météo sur, les 30, les 40 dernières années. Toutes les informations, vitesse de vent, température, pluie, nuages, etc. Des tableaux d'informations que le programme va apprendre, d'accord? Et ensuite, créer un modèle
Et avec ce modèle maintenant, ok, on lui dit, voilà, tu as telle information, telle information, telle information. Et avec ce modèle-là, maintenant, ok, on lui dit, tel jour, à quoi ça ressemblerait, etc. Et bravo, vous avez la météo, tout simplement. Aucun humain n'est allé voir demain pour voir qu'il va pleuvoir. Ni aucune machine n'est allée voir demain pour voir qu'elle va pleuvoir. Mais elle peut prédire avec un certain degré, avec un certain pourcentage de précision, c'est quoi la météo de demain. C'est quoi la météo de demain. Et c'est pareil. On peut prédire le plus d'informations que nous avons sur un individu, le plus aisé il nous est d'avoir une idée de, ok, c'est quoi sa destinée au fait, sans faire mystique, disons-le comme cela. Mais dans le même temps, ça c'est lorsque j'exploite le concept d'un point de vue externe par rapport à l'individu. Mais souvent l'individu peut avoir la ferme une sorte de conviction ou se ressentir comme quoi, bon ok, il essaie de tout faire mais ça ne bouge pas. Mais la réponse se trouve éventuellement un peu dans ce que j'avais dit. Les choses où le futur peut être prédit tant que le passé, les choses, les informations ou le vécu de l'individu reste cohérent avec son passé. La seule façon pour lui de choisir une autre trajectoire d'existence, donc de changer, la seule façon pour lui de choisir de changer de trajectoire d'existence, c'est de choisir une nouvelle en faisant donc des choix nouveaux, des choix différents. Tant qu'il ne fait pas des choix différents, on lui parlera d'un futur fonction de son passé et il appellera ça destin. Le futur que l'on prédit, qui est appelé destin, n'est fonction que de nos choix passés. Mais en ce moment présent, quels sont les choix que nous faisons? Les choix que nous faisons maintenant peuvent faire la différence pour nous, à tout jamais. Ça peut faire la différence à 180 degrés, littéralement du tout au tout, en fait. Et ce n'est pas tellement lié c'est pas la taille du choix. D'accord? Ce n'est pas la taille du choix, c'est sur les petites choses que nous décidons de faire. Et cela dépend, en fait, de la sphère de notre existence dans laquelle nous décidons de faire ces choix aussi. C'est-à-dire que les impacts que nous avons, les changements vont affecter éventuellement, lorsque je plante du haricot, ça pousse du haricot, je m'attends pas à ce que ça pousse du riz. Donc, si vous commencez par effectuer des changements d'un point de vue de votre santé, supposons vous décidez, ok, ça fait des années qu'on en parle, etc. On peut arrêter d'en parler tous les jours. Je fais une activité sportive. Je bouge. Tous les jours, je suis à la salle de gym. C'est pas genre, une promesse n'est pas genre, ok, etc. Je programme. Non. C'est-à-dire que tous les jours, dès maintenant, faut commencer par aller à la salle de gym. Vous venez de changer le futur. C'était un futur potentiel où vous êtes quelqu'un de sportif. Où vous avez une bonne condition physique. Rien que de ce point de vue, vous avez une bonne condition physique. Mais ce n'était juste qu'un potentiel parce que jusque-là, vous n'alliez pas. Jusqu'à hier, vous n'alliez pas en salle de gym. Vous faisiez toutes les promesses du monde. Vous faisiez tous les plans du monde, les trucs que les gens font au début d'année, là. Comment ils appellent ça? Ils ont un nom pour appeler ça. Le genre de truc où, au début d'année, ils font une liste de, ok, ça a un nom. Je sais plus trop comment on appelle ça. Anyway. Vous voyez de quoi je parle. Ce genre de truc là, vous écrivez que cette année je vais faire ci, cette année je vais faire ça. Si je fais ça, Papa Noël va me donner ci, ça. Je déconne. Anyway, ce genre de truc. Il s'agit, tant que vous étiez en train de faire ça, le futur était on peut juste facilement prédire le futur on pouvait juste le prédire sans se prendre la tête. Et c'est d'autant vrai que ça me rappelle un truc que
À un moment donné que j'avais souvent, ça, c'était juste automatique. Lorsque je voyais quelqu'un, les hommes, en règle générale, c'est-à-dire, j'avais une tendance à, lorsque je voyais la personne venir, pour une raison ou pour une autre, en fait, j'évalue, au fait, sa masse musculaire, visuellement. C'est-à-dire, peu importe que la personne soit baraquée ou pas, ce que j'observais, ok, si tout de suite, par exemple, supposons que la personne, elle est un peu, enrobée, etc. Et je faisais le point, si tout de suite, elle perdait sa masse graisseuse, elle perdait tout ce qui fait son gras, etc. À quoi ressemble réellement son corps? C'est-à-dire, sa masse musculaire sur ses os. Et c'est l'image, au fait, que j'ai de la personne pendant que je suis en train de voir la personne. Même si tout le monde la voit comme elle se présente maintenant, en fait, moi, je vois, en fait, à quoi ressemble son corps sans tout ça. Mais pas forcément maintenant, en fait. Je le vois je pense que généralement, c'est généralement avec le temps que disons que le corps dépérit, il va perdre des trucs là, etc. Même lorsque tu as de la masse musculaire, sans entretien réel, ça fond. Et même quand c'est entretenu, à un moment donné, il y a un certain degré de fonte musculaire. Parce que, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. However, lorsque j'observe, ce n'est plus vraiment courant maintenant, mais à un moment donné, c'était juste comme ça, en fait. Dès que je vois quelqu'un, c'est ce que je vois, en fait. Je vois, ok, donc dans quelques années, ou bien, la projection était juste immédiate, en fait, pour une raison ou pour une autre. Et, des fois, tu es, ok, plutôt content pour la personne, des fois, tu es, oh, fuck. C'est quoi ça? Bon, pas genre, c'est quoi ça, mais tu dis, Joe, c'est, en fait, pas mal du tout, mais genre, je me dis, voilà, que la personne éventuellement, les gens se font l'illusion, en fait, d'avoir disons, le physique idéal, parce que la masse graisseuse qu'ils ont, généralement, ok, donne l'impression que tout va bien. Vous voyez un peu. Mais lorsque tu vois les choses pour ce qu'elles sont, des fois, je veux pas dire déçu, mais voilà, quoi. Tu peux être désolé pour ces gens-là. Donc, c'était souvent un peu le cas pour moi. Et donc, dans mon expérience personnelle de ce point de vue, en fait, c'est un peu comme si je disais que je pouvais prédire, au fait, évidemment, le futur, au fait, du corps de ces individus-là. Rien que leur corps. Le futur de leur corps à un certain âge donné. Jusqu'à cet instant-là, je pouvais le prédire. Mais supposons que dès qu'on se quitte, l'individu là, pour une raison ou pour une autre, une mouche le pique et il dit, bon, là, je fais un tour à la salle de gym. Il va à la salle de gym, il trouve des gens super intéressants, il décide de revenir le lendemain, il décide de venir le jouer après. Et avant qu'on ne s'en rende compte, ça fait 10 ans qu'il est à la salle, quasiment tous les jours. Et qu'il entretient son corps. Il a juste pris goût à ça. Il n'a pas d'objectif. Il veut juste entretenir son corps. Il a développé de la passion, de l'amour pour cela. Comme bodybuilder, ça, il devient un artiste. Il a juste envie de se sentir. Vous voyez un peu le truc. Eh ben, il a changé son futur. Peut-être qu'il est juste allé voir un ami, saluer, il fait, oh, coucou, un ami, et ça a juste changé sa destinée à tout jamais. Une destinée que l'on aurait dit déjà écrite. Faux. Totalement faux. C'est juste pas écrit. La feuille est blanche. Mais le stylo peut tout écrire. C'est ce que ça dit. Le stylo peut littéralement tout écrire. Mais la feuille est blanche. Donc, qu'est-ce que nous décidons d'écrire? Ce qui est écrit, c'est ce que nous écrivons maintenant. C'est ce que nous écrivons maintenant qui décide, au fait, de la suite de l'histoire. C'est une note d'espoir parce que c'est ce que c'est la vie. La vie, au fait, c'est juste, vous voyez cette étincelle d'opportunité d'instant en instant. Chaque instant, une étincelle d'opportunité. Chaque instant, une étincelle d'opportunité. Que nous avons le privilège et la grâce de pouvoir saisir et pouvoir créer le changement que l'on veut. Parce que même si ça n'en a pas l'air,
une chose que nous changeons, on a fait beaucoup. Pas juste de notre point de vue personnel, pas juste dans notre vie personnelle, mais éventuellement aussi dans la vie des gens autour de nous. Et éventuellement, nous pouvons changer le monde. Donc, pour revenir au fait dans la question, enfin, du moins dans la réponse à la question, si la vie n'a pas de sens intrinsèque, cela nous donne-t-il la liberté de créer le nôtre, c'est-à-dire de lui donner le sens que nous voulons? Une autre façon d'aborder la réponse à la chose est qui nous en empêche? Qui nous en empêche? Qui, depuis que vous êtes venu au monde, les gens donnent leur avis, hein. Ils vous disent c'est pas possible, c'est pas si. Mais qui peut vous empêcher de faire des pompes? C'est un exemple que je donne, mais vous voyez un peu l'image. Qui peut vous retenir juste de faire des pompes, par exemple? Qui peut vous empêcher d'aller courir? La personne va vous tenir, non, c'est-à-dire la personne a littéralement rien à faire H24. Et vous retient d'aller courir. Ok. Nous, pour la plupart, je vais dire 9 d'entre nous, avons tous suivi des films américains. Nous avons vu des gars en prison super musclés. C'est-à-dire que même des gens qui sont et en fait, c'est souvent fidèle de la réalité, en tout cas dans leur milieu là-bas. Mais l'on comprendrait en fait ce n'est pas forcément la réalité partout, dans toutes les prisons du monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même culture, donc c'est pas les mêmes choix que les gens font. Mais dans l'environnement là-bas, c'est le choix que les gens enfermés font. Ils font soit le choix de se cultiver, de bosser, de lire, etc. Et éventuellement d'avoir un physique qui leur permet de se défendre. Ça devient un moment donné une nécessité pour eux. Mais c'est des gens qui sont supposés être enfermés, ne pas avoir de liberté. Donc c'est quelqu'un qui est privé en griffe de sa liberté, peut entretenir en griffe au moins son corps, d'un point de vue construction de son corps. On va pas parler de santé de façon générale, mais tout au moins de ce point de vue. Homme libre, qui nous empêche? Nobody. Personne. Personne. Et c'est valable pour ça, c'est valable pour littéralement tout. Littéralement tout. C'est quelque chose que j'ose dire, parce que ça peut être difficile à penser jusqu'à le croire, mais c'est très vrai. Nous sommes juste, tout est possible. Maintenant, l'idée c'est de ne pas vouloir éventuellement sauter d'un point A. C'est-à-dire, lorsque je vais quitter lorsque je veux quitter New York pour Tokyo, on n'a pas encore, comment on appelle-t-on l'histoire là? Les trucs de téléportation là. Il y en a pas encore. Donc, j'accepte le temps que ça va prendre pour traverser océan, d'accord, continent. Tant que ça va prendre autant de temps que ça prendra. En supposant que je veux le faire dans ce sens, naturellement. C'est-à-dire New York, je traverse l'océan Atlantique. Je passe par-dessus la Méditerranée, disons-le comme cela. Afrique, Europe, etc. Asie, on traverse tout ça. Supposons que c'est sans escale. Mais il faut juste passer dans les airs. Supposons que c'est juste sans escale, etc. Juste accepter que ça prend le temps que ça prend. Maintenant, le fait est que éventuellement, si on va amener les choses de façon plus pratique, disons qu'il faut forcément faire des escales. Ok, New York. Supposons on descend à Lisbonne. On fait une pause à Lisbonne. On repart de Lisbonne. Après, on va à Bucarest. On fait une pause à Bucarest. Supposons on descend à Dubaï. On repart de Dubaï. Supposons on prend, et peut-être de Dubaï. Bon, quoi? On décide d'aller où? Soit à Pékin, ou soit à Séoul. Puis avant d'aller à Tokyo.
Par exemple. Et supposons que c'est juste comme ça que le trajet a été dessiné et qu'on doit juste le faire. Ouais, lorsque à New York, nous nous réveillons et nous nous disons, OK, je dois être à Tokyo. C'est pas possible d'y aller. Parce que généralement, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous regardons notre position actuelle et nous regardons la ligne d'arrivée et ça semble tellement énorme que généralement, on lâche prise. Un peu comme quelqu'un qui va en salle dès qu'il va en salle, par exemple, certaines personnes lâchent prise juste pourquoi? Ils sont entrés, ils ont vu des gens qui ont des bras 3 fois plus gros que leurs cuisses. Et ils se disent, oh, the fuck. What the fuck. C'est mort. Ils laissent tomber, etc. Ils se disent, quand est-ce qu'ils vont? Oh, ils laissent tomber. Ou ils commencent 2 jours, 3 jours, et ils regardent. Ils regardent le gars à côté d'eux. Ils se regardent dans le miroir et se disent, oh, c'est perdu d'avant. Ce genre de truc. Et ils lâchent prise. À cause de, voilà, ce jeu de comparaison. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais l'humain aura tendance à checker et à être, je vais pas dire être pressé, c'est pas tellement ça. Bien qu'il y ait un peu de ça dedans, mais comparer, au fait, sa position actuelle à là où il veut être et c'est pas suffisamment rapide. C'est comme si ça n'arrivait pas. C'est comme si ça n'arrivait pas. Et cela peut, je veux pas dire tromper, mais disons, l'idée c'est de ne pas se laisser aller à ça. C'est un truc que l'on va retrouver dans beaucoup des domaines de notre existence. C'est un état d'esprit qui pourrait qui pourrait arriver. Et ça pourrait arriver éventuellement que l'individu se retrouve dans cette genre de position. Ok, il compare sa position actuelle à la position où il voudrait être et il trouve que ok, ça n'avance pas. Mais la chose à faire est très simple. Ok. Suis-je suffisamment constant par rapport à ce que je dois faire? Est-ce que le changement que je veux faire par rapport à là où je vais, est-ce que je l'ai mis en place? Si oui, et la réponse à la deuxième chose, suis-je constant? Si oui, le truc c'est, comme je l'ai dit une fois, patience, persévérance. Patience, persévérance. Et comprendre que le voyage de New York à Tokyo va nécessiter des escales. Mais lorsque je suis à Lisbonne, j'ai pas l'impression d'être à Tokyo. C'est tout un autre ressenti. C'est tout un autre climat. C'est toute une autre ambiance. C'est pas la même langue. Ça n'a rien. L'architecture, ça n'a rien à voir. Lorsque je suis à Dubaï, c'est la cata. J'ai vu Lisbonne, mais c'est quand même pas Tokyo. Ça n'a littéralement rien à voir. Donc, le contraste entre où on a quitté, et rien de tout ça n'est New York. Mais tout ça est la preuve que je ne suis plus à New York. Même si je suis pas encore à Tokyo, tout ça est la preuve que je ne suis plus à New York. Donc, le contraste entre d'où on a quitté, où on est maintenant, et le contraste entre où on est et où l'on veut être, des fois peut embrouiller plus, hein. Mais l'idée est juste de comprendre, ok, ça fait juste, comme le dit un ami à moi, trust le process, quoi. Ça fait juste partie du processus. Il faut juste croire, faire confiance au processus. Et, ok. Continuer d'avancer. Consistance et persistance. Continuer d'avancer. Et éventuellement, changer de trajectoire. Ça, c'est cet ensemble de choses qui nous permet de changer de trajectoire d'existence. J'ai pris l'exemple pour faire de ce truc-là par rapport à la destination. Mais je reviens à d'où je suis parti. Je suis parti du fait que lorsque un individu se trouve dans une position donnée, il veut changer son existence. Généralement, ce n'est pas les grands sauts. Les changements dans notre existence, ce ne sont pas de grands sauts que nous faisons. C'est des choix bien précis, des choses bien précises que nous décidons de changer. Des habitudes bien précises. Et ces habitudes, éventuellement, réalisées de façon constante sur une certaine période de temps, changent notre histoire.
Là, le changement ne viendra pas, en fait, de la première fois que nous avons effectué la chose. Ouais, je suis allé à la salle une fois, j'ai pris 10 kilos de muscle. Non. Mais, le fait d'aller à la salle une fois est la grâce qui vous montre que, ok, vous pouvez faire quelque chose de différent. Vous pouvez être quelque chose de différent. Puis, répéter cette une fois-là, encore et encore et encore et encore et encore. C'est-à-dire répéter le fait d'aller à la salle autant de fois qu'il le faudra, autant de jours qu'il le faudra. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et au bout de 1000 séances, vous n'êtes pas le même. Vous n'êtes pas le même qu'à la première séance. Et l'idée, c'est de ne pas être dans un jeu de comparaison. Curieusement, je regardais une vidéo. C'était quand? Hier ou avant-hier. Et le gars, c'était dans une salle de gym. Et il a pris des haltères super musclés. Les haltères étaient musclés. Et il y avait la jeune fille qui l'aidait en fait pour sa séance. Elle regardait, elle disait waouh, genre c'était impressive, etc. Et bon, ce sont des Américains, donc bon, l'idée c'est que elle était super impressionnée par ce qu'il a appris, que c'est genre, et elle disait qu'elle ne pourrait jamais prendre ce genre de truc, et le gars lui disait genre non, genre de ne pas, il y a rien à comparer là. Et il a sorti un truc, je vais juste paraphraser, je me rappelle pas exactement des mots qu'il a utilisé, mais l'idée de ce qu'il a dit c'est quoi? Apparemment c'est un adage qui dit quelque chose comme que la comparaison est le plus grand voleur de la joie. C'est un peu comme pour dire que lorsque tu commences à te comparer à quelqu'un ou quand tu compares les choses, ça te vole la joie que tu as, en fait. C'est comme si tu as plaisir à faire quelque chose, dès que tu commences à te comparer à quelqu'un, tu estimes que, ok, bon, il a plus de muscles que toi, donc, c'est fort. Le peu d'orgueil, le peu je me, quand tu avais, à ton ballot. Non. Ah, c'est, éventuellement, en fait, c'est cet ego-là qui te pousse à en faire encore un peu plus. Mais dès que nous entrons dans la comparaison, ça tue beaucoup. Même quand ce n'est pas avec quelqu'un d'autre et que c'est comparé, ça c'est plus fréquent, en fait. Comparer les choses entre nous et nous. C'est-à-dire, éventuellement, là où l'on veut être et puis, là où nous sommes, on trouve que, ça gâte beaucoup de choses. Donc, je pense que le problème n'est pas de savoir si nous avons la liberté de donner un sens à notre existence. Parce que oui, nous avons cette liberté. La question n'est pas de savoir si c'est possible. Parce que oui, c'est possible. L'idée est de savoir, pouvons-nous être suffisamment patients, suffisamment, dans une certaine mesure disciplinés? Pouvons-nous être suffisamment bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes pour pouvoir faire ces choix-là? Je pense que de mon point de vue, c'est réellement les questions que l'on devrait se poser. Parce que les choix là existent. Ils peuvent ne pas être évidents à première vue. Parce que je vais être, ok, je vais accorder à plus d'un que, ok, des fois ça peut ne juste pas être évident. Juste pas être évident. Cependant, en temps j'avais appris un truc. Généralement, lorsque nous voulons quelque chose, par exemple, quel exemple je pourrais donner maintenant? Supposons vous voulez apprendre à faire quoi? Du théâtre. Supposons vous voulez apprendre à faire du théâtre. Et puis, mais vous connaissez personne qui fait du théâtre. Donc, vous vous levez. Vous trouvez le moyen quand même de vous lever, d'aller dans une salle où on fait du théâtre, etc. Mais lorsque vous allez et que toute votre intention c'est, il faut que je me fasse des amis qui font du théâtre, ou vous avez une intention en termes de, ok,
quand je vais là-bas, je vais obtenir telle chose. Cela pourrait généralement ne pas tenir. Parce que, lorsque vous êtes dans un certain esprit donné, cela ne vous laisse pas l'opportunité de vivre, au fait, ce qui se passe. C'est-à-dire, il s'agit pas de ne pas être intentionnel lorsqu'on fait des choses, à proprement dit. L'idée, c'est de ne pas évoluer avec des attentes. De ne pas évoluer avec des attentes. C'est juste embrasser la vie telle qu'elle vient. C'est-à-dire, ok. Même s'il n'y avait pas des gens à rencontrer, parce que vous ne pouvez pas prédire qui serait là-bas, etc. Avec plaisir, décider au fait d'aller à cet endroit. Supposons que vous avez comme la précognition, comme quoi, ok, tous les gens que vous attendez à cet endroit, aucun d'entre eux n'y serait. Prenez quand même du plaisir à y aller. Ça peut sembler, ouais, mais si, non, mais, écoutez, l'idée c'est juste de prendre plaisir. Et dans cet exemple, il y a la précognition. Supposez qu'il n'y avait pas juste de précognition. Donc, il n'y a pas d'attente particulière. Il y a une intention, même si ce n'est pas, ok, forcément je vais dans cet état de genre, etc. Non. Il y a l'intention de, ok, je vais me faire ce genre de contact. Mais pas ce genre d'attente. Je vais passer un moment agréable. Et éventuellement, les choses vont se dessiner d'elles-mêmes. La spontanéité au fait des événements vont faire que, okay, de vos interactions vont faire que, éventuellement, les contacts vous avez juste voulu faire. Oui, ça peut être facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Mais, dans une sixième minute, ça reste facile à faire. Éventuellement, je me rappelle, on dit le plus dur, en fait, c'est, comme le disent les autres, le plus dur, c'est de démarrer, en fait. Le plus dur, c'est juste déjà, ok, d'arriver à vous sortir de chez vous. Le plus dur, c'est d'arriver à vous sortir de chez vous. À chaque fois que vous dites, ok, ben, peut-être j'y étais la dernière fois, mais j'ai pas eu. Je connais un monsieur, qui n'était juste pas du genre à vraiment sortir. Et, à un moment donné, il a juste décidé de s'appliquer à sortir. Et son objectif, c'était juste un truc précis. Il apprenait à danser et il voulait juste bien danser. Donc, c'était son objectif. Donc, pour cela, il fallait qu'il sorte de façon régulière, etc. pour s'exercer. Mais au bout de quelques 12 semaines, 15 semaines, il s'est juste rendu compte que, ok, son niveau n'était juste plus pareil. Et c'est le genre de truc où il s'est retrouvé à se faire de réels contacts, au fait. C'est-à-dire, c'était pas l'intention dans laquelle il allait. Mais, à un moment donné, il m'expliquait une chose, qu'il s'est rendu compte d'une chose, c'était quoi? Au début, les gens te voient, bon, ils te voient juste une fois en passant. Donc, c'est timide. Mais ils savent rien de toi, etc. Donc, tu te sens bizarre et ils se sentent, limite, ils se sentent bizarres ou carrément ils te calculent même pas. D'accord? Mais éventuellement, tu te sens bizarre. Et puis, au bout de 3 semaines, 4 semaines, ils ont l'habitude de te voir et vous avez échangé 3 phrases, 5 phrases. Au bout de 6 semaines, 8 semaines, c'est comme si vous êtes toujours connus. Vous faites de longues conversations, comme si vous avez toujours été potes, ce genre de truc. Et beaucoup de choses se dessinent simplement. Tu apprends à connaître des gens, tu découvres de nouvelles personnes, tu comprends de nouvelles choses parce que chacun vient avec son histoire. Peu importe où nous nous retrouvons entre humains, chacun vient avec son histoire. Chacun a toujours quelque chose qu'il peut apporter d'une façon ou d'une autre. Bien entendu, il y a certaines personnes qui sont suffisamment timides pour ne pas vouloir partager, en fait, ce qu'ils sont. Pas qu'ils ne veulent pas réellement, mais c'est juste qu'ils n'ont pas cette tendance naturelle à le faire. Et d'autres sont super ouverts, ils ne demandent que ça, à partager avec vous qui ils sont, en fait. Donc, quelle que soit la façon dont nous allons quelque part, nous y allons toujours à notre histoire. Et il y a toujours quelque chose que nous pouvons partager. Donc, éventuellement, il s'est retrouvé
à faire des rencontres vraiment loufoques et faire le genre de trucs où les gens avec qui il était, bien sûr, ils étaient tous venus dans le cadre de la danse, mais éventuellement, ils étaient à une position où ils s'échangeaient, en fait, leurs histoires personnelles, en dehors du milieu, en fait, de la danse, etc. Et il en a appris beaucoup. Pas personnellement sur tel individu, mais sur, disons, l'humain, en fait, et sur, parce que il entendait des trucs, il s'imaginait juste pas que, waouh. On peut vivre ce genre de choses. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu l'idée. Il y a éventuellement une forme d'intention lorsque nous faisons les choses, mais ne pas aller éventuellement avec une attente bien précise. Si c'est pas ça, donc c'est pas bon. Non, c'est pas forcément une bonne façon de projeter la chose. Donc, pour revenir encore de façon précise dans ce que je dis, oui, nous avons totalement la liberté, en fait, de donner le sens que nous voulons à la vie. Et un pas à la fois. Un pas à la fois. Ça ne va pas forcément être évident. Et je pense que c'est ce qui peut donner l'impression qu'en fait, ok, les choses ne bougent pas. Parce que ce n'est pas le petit pas, un pas, le deuxième pas, le troisième pas, ce n'est pas déjà la ligne d'arrivée. Donc, regarder cela et se refuser au fait de continuer d'avancer dans cette direction que nous avons choisie de nouveau. C'est se condamner à rester au fait dans l'ancienne direction, en fait, dans le sens dans lequel on allait. C'est se condamner à aller toujours dans le sens premier où on allait. Parce que éventuellement, la tendance majoritaire, en fait, c'est quoi l'expression là? Ok. Disons que la tendance qui va prendre le dessus va être votre mode par défaut. Donc, si vous ne faites pas cet effort-là, ou vous ne mettez pas de l'intention dans le fait d'aller dans une direction nouvelle, d'aller dans un sens nouveau, votre mode par défaut va vous ramener dans le sens dans lequel vous allez, et votre futur va être aussi prédictible qu'il l'était déjà. Mais la façon juste de créer un nouveau futur, c'est de faire des choix différents. Et il faut aller contre des vents contraires. Il faut juste aller contre des vents contraires pour dessiner une nouvelle trajectoire. Aller contre des vents, ça peut s'avérer un peu compliqué pour certains, mais il n'est pas dit que c'est supposé être compliqué. Il est juste dit que nous devrons apprendre nous devrons apprendre à prendre plaisir, à profiter de l'existence, d'accord, à faire des choses et que ce soit du kiff au fait. Si c'est pas, pourquoi faire un choix si ce n'est pas un kiff, pourquoi faire un choix différent, pourquoi vouloir être différent si ce n'est pas, s'il n'y a pas de kiff. Il s'agit pas de s'amuser. Je prends dans le sens de, il faut être oisif, voilà. Non, mais il faut avoir de l'appréciation, il faut kiffer, au fait, cette nouvelle tendance de choses que nous aurons choisies pour nous. Et, donc, je pense que sur ce, je veux vous dire bonsoir.